Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. L'Égypte n'a pas oublié l'époque de Khéops, Képhren ou Mykérinos et se prépare à faire d'aussi fabuleuses funérailles au président Nasser qu'à ces demi-dieux de la dynastie des pharaons qui reposent sous les pyramides. Mais le Sphinx lui-même n'a sans doute pas encore résolu cette nouvelle énigme qui lui est maintenant proposée. Quel sera le successeur du président égyptien? Demain donc, on attend des millions de personnes devant le palais présidentiel pour assister à la cérémonie aux obsèques du président Nasser. Et c'est déjà par centaines de milliers que par tous les moyens possibles, les Égyptiens gagnent la capitale. Pendant ce temps, en Jordanie, on apprenait ce matin que le couvre-feu n'était pas respecté. Un communiqué de Radio Damas annonçait en effet que la ville de Ramta, dans le nord du pays, était à nouveau bombardée par les forces jordaniennes. Pour l'instant, au Caire, le peuple égyptien pleure son président, son raïs disparu. Des centaines de milliers d'Égyptiens vont défiler devant le palais de Koubé, là où la dépouille du président Nasser est exposée. Toutes les lignes d'autobus prennent ces directions, des grappes humaines y sont agglutinées. Dans les rues du Caire, des groupes de plusieurs centaines de personnes défilent dans les rues, brandissant des portraits du président. Dans l'ensemble des capitales arabes, la mort du président Nasser a donné lieu à de grandes manifestations. À Beyrouth, des jeunes gens ont défilé devant l'ambassade de la RAU, puis ont obligé les cafés, les magasins à fermer leurs portes. Ils ont également allumé plusieurs incendies dans les rues de la ville. En Israël, à Jérusalem, c'est par de gros titres que les journaux ont annoncé la mort du leader égyptien. La ville arabe semblait figée et frappée de stupeur. Les boutiques étaient fermées et les rues désertes. Incident à la porte d'Hérode lorsque des manifestants ont jeté des pierres sur des policiers israéliens. La mort du colonel Nasser a eu pour effet aussi l'annulation des exercices de la 6e flotte. Toujours est-il que le président Nixon était hier à bord du porte-avions Saratoga. Au programme, une revue de la 6e flotte et des conversations avec ses responsables militaires. Ce matin, le chef de l'exécutif américain s'est rendu à Bagnoli, au grand quartier général des forces de l'OTAN du secteur Sud-Europe, et il en a profité pour rappeler que la Méditerranée n'était pas une mer américaine, mais une mer qui appartenait à tous les peuples. Le président Nixon doit s'envoler en début d'après-midi à destination de Belgrade, deuxième étape de son voyage européen. À Amman, en Jordanie, durement marqué par les combats, le couvre-feu a été levé ce matin de 6h à 18h. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre tunisien, M. Baïl Adgham, qui est également le président du comité supérieur arabe chargé de l'application de l'accord du Caire, signé entre M. Arafat et le roi Hussein. Au cas où cette mesure serait marquée par un retour, annonçait M. Adgham, le couvre-feu serait définitivement supprimé. Mais des patrouilles de l'armée jordanienne continuent à circuler dans la ville. Les combats semblent cependant avoir repris dans le nord du pays. C'est ainsi que Radio Damas a annoncé que les forces de l'autorité jordanienne avaient attaqué depuis ce matin 3 heures la ville d'Irbid, ainsi que la ville de Ramta, qui semble donc toujours entre les mains des forces palestiniennes. En tout cas, message de condoléances, messages et condoléances affluent de toutes parts en Égypte, vous vous en doutez. Pour la France, après les condoléances du président Pompidou, le général de Gaulle vient à son tour d'envoyer un message à l'ambassadeur égyptien à Paris, M. Makit. Voici les termes de ce message. C'est de tout cœur que je prends part au grand chagrin de l'Égypte. Par son intelligence, sa volonté, son courage exceptionnel, le président Nasser a rendu à son pays et au monde arabe tout entier des services incomparables dans une période de l'histoire plus dure et dramatique que toute autre. Il n'a pas cessé de lutter pour leur indépendance, leur honneur et leur grandeur. Aussi, nous étions tous deux bien compris et profondément estimés. Je vous rappelle que c'était le message de condoléances adressé par le général de Gaulle. Avant de partir pour le Caire, M. Jacques Chaban-Delmas assistait ce matin au Conseil des ministres que préside M. Georges Pompidou.
Et ce matin, le Conseil devrait adopter le projet de budget pour 1971, budget qui sera déposé dès cette semaine sur le bureau de l'Assemblée nationale. Dès demain, dans les bureaux de tabac, les amateurs de blonde, enfin je veux dire les fumeurs, pourront constater une baisse sensible de 10 à 20% sur leurs cigarettes préférées. Ce record de baisse est battu par les Lucky Strike qui passent de 4 francs 20 à 3 francs, qu'on se le dise. Actualité judiciaire, à Laon, eh bien c'est la dernière journée du procès de Thérèse et Michel Fauqueux, jugés pour le rapt de la petite Sophie Duguet. À Laon, vous vous en doutez, autant chez les jurés que chez les magistrats, disons que tout le monde est assez perplexe, car le jugement de ce soir pèsera son poids dans les années à venir, dans les affaires à venir, sur chaque procès de ce genre, les enlèvements d'enfants. L'avocat général apprend à l'instant aurait requis une peine de 20 ans pour Michel Fauqueux et 10 ans pour son épouse. En tout cas, Georges Walter, vous le savez, est sur place à Laon et il nous rend compte de l'ambiance de cette matinée d'aujourd'hui. Georges Walter. Oui, Jean-Pierre Lannes, je vous entends. L'avocat général vient en effet de demander le maximum pour Michel Fauqueux, soit 20 ans de réclusion criminelle, et avec circonstances atténuantes, il a demandé 10 ans pour sa femme Thérèse. Nous voici donc arrivés à l'issue du procès d'une affaire sordide, procès qui n'aura connu guère qu'un moment de détente, peut-être hier, l'évocation des 123 jours de liberté de Fauqueux, que les gendarmes soupçonnaient dès le commencement, mais qu'ils ne trouvaient pas. Et vous savez que Guignol échappant aux gendarmes, ça fait toujours un peu rire les Français. C'est d'ailleurs pendant cette période que qu'est né le 4e enfant du couple, celui qui est né en prison, le petit David. Mais on a cessé tout à fait de rire lorsqu'on a entendu la bande magnétique, la conversation de Pierre Duguet et du ravisseur Fauqueux, ça a été un très mauvais moment pour Michel Fauqueux, malgré la mauvaise qualité de cette bande magnétique, car la justice française est si pauvre qu'hélas, elle ne peut même pas avoir un magnétophone qui marche et c'est déplorable. Et puis, si l'on peut dire, les actions de Fauqueux sont remontées quelque peu à l'audition des experts. Les experts psychiatres et médecins ont dit que Michel Fauqueux avait accompli cet acte du rapt pour redevenir plus honnête. Je ne sais pas si les jurés les suivront sur ce terrain, mais tout de même, il est ressorti de leur déposition, malgré le langage hermétique des psychiatres, qui, comme chacun sait, ne parlent pas comme le commun des mortels, que Fauqueux n'est pas un méchant, ce n'est pas un pervers, c'est presque un bon criminel, ont-ils eu l'air de dire, qu'en tout cas, il ne recommencerait jamais un acte comme celui-là, et qu'en tout cas, il aurait été incapable de faire le moindre mal à la petite Sophie. Quant à sa femme, Thérèse, elle a été décrite comme ayant une intelligence très médiocre, un coefficient de 78, ce qui est à la limite de la débilité mentale, puisque la moyenne est, paraît-il, de 100. En tout cas, comme une femme complètement soumise à un Fauqueux qu'elle ne pouvait qu'admirer. On l'a même comparé à un petit oiseau. Est-ce que les jurés garderont ce petit oiseau en cage, ou bien lui donneront-ils la liberté en pensant qu'elle a tout de même 4 enfants? Eh bien, c'est ce que nous allons savoir dans quelques heures, puisque tout à l'heure, à 14 heures, l'audience va reprendre, que nous entendrons parler 4 avocats, les 3 de Michel Fauqueux, dont un ténor du barreau de Marseille, Maître Polac, l'avocat de Thérèse, et enfin, la parole sera donnée à ceux qu'on n'entend pas parler, mais qui tranchent dans le silence des délibérations, les jurés de la Cour d'assises du Rhône, dont j'espère pouvoir vous donner à 20 heures la décision qu'ils auront prise en leur âme et conscience. À vous les studios. Eh bien, merci donc Georges Walter. Rendez-vous à 20 heures. En France, depuis hier, on sait que le ministre des Finances vient de desserrer quelque peu les mesures d'encadrement du crédit. Les achats à tempérament en général bénéficieront d'une plus large durée de crédit, 21 mois au lieu de 18. On versera 20% au lieu de 25% à la commande d'appareils électroménagers et 40% au lieu de 50% pour les automobiles. Cette mesure, qui doit prendre effet dès mardi prochain, arrive au moment précis où le salon de l'automobile ouvre ses portes. En effet, c'est pour demain. Et la tradition, d'ailleurs, veut qu'avant même le salon, le PDG de la régie Renault, la régie nationale, tienne chaque année une conférence de presse. Et cette conférence de presse vient de se terminer ce matin, et Claude Manuel, notre spécialiste de l'automobile, est aux côtés du PDG de Renault, M. Dreyfus. Mais avant toute chose, Claude Manuel, peut-on savoir quelles ont été les premières réactions de M. Dreyfus sur ce desserrement de crédit ? Plus que 24 heures pour l'ouverture du salon de l'auto. Bien entendu, le rythme des conférences de presse tenues par les grands de l'industrie automobile, comme on dit, s'accélère. Et le ralentissement des ventes sur le marché français est bien sûr la préoccupation la plus souvent abordée au cours de ces conférences de presse.
On peut dire que les ventes ont ralenti en France en moyenne sur les derniers mois de 12%, bien que les exportations se soient accrues d'un tiers. Et il y a là une situation qui semble favorable puisque les exportations augmentent, mais qui est tout de même dangereuse économiquement. Dangereuse économiquement si elle se poursuivait. C'est d'ailleurs pour ça que le ministre des Finances a récemment décidé de relâcher les restrictions. Les ventes à crédit vont devenir plus faciles. Alors que pensez-vous précisément de ces 40% au lieu de 50% à donner comptant, de ces 21 traites au lieu de 18 traites pour payer une voiture neuve? Eh bien, je me réjouis que le ministre des Finances ait pensé possible de relâcher un peu les restrictions. Je ne sais pas exactement quel sera l'effet. Je pense que les ventes vont effectivement reprendre. De toute manière, ça n'est qu'une étape vers le retour à la situation normale. Pensez-vous que 21 traites et ce qu'il y a de nouveau dans les facilités de crédit permettent une relance suffisante ou bien qu'il soit impératif d'avoir un tiers comptant et 2 ans pour payer une voiture? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Et je trouve que la méthode du ministre des Finances est excellente, qui consiste à faire un pas et à voir ce que cela donne, et quitte à y revenir si c'est nécessaire. Je pense en fait que cela va déclencher des achats nombreux. Voilà pour cette préoccupation qui sera la grande préoccupation du Salon de l'Auto, avant bien sûr que de voir dans les jours à venir tout ce qu'il y a de nouveau sur les stands de tous les constructeurs. Eh bien merci. Et bien évidemment, une très large place sera consacrée dès demain dans nos éditions à ce Salon de l'Auto. Et tous les soirs à partir de la semaine prochaine, Claude Manuel vous présentera sur Information Première une page spéciale du Salon. Il faut remarquer d'ailleurs que, pour une fois, les automobilistes aujourd'hui peuvent se montrer plus satisfaits que de coutume. Il y a ces facilités de paiement que nous avons évoquées, et puis, au moins jusqu'à vendredi, la possibilité de voyager gratuitement sur toutes les autoroutes françaises. En effet, le personnel des postes de péage est en grève depuis ce matin. Cette grève ne touche pas toutes les autoroutes françaises. Ce matin, nous avons pris l'autoroute du Nord, Paris-Lille. Le trafic était normal et les receveurs-percepteurs de péage étaient à leur poste. Mais les automobilistes qui ont emprunté l'autoroute A7 entre Vienne et Marseille ou celle de l'Estérel ont eu plus de chance. En effet, depuis ce matin 5 heures et pendant 48 heures, les gardiens des guichets de ces autoroutes refusent de percevoir les droits de péage. Ils revendiquent une augmentation de salaire et manifestent leur mécontentement car des négociations en cours n'ont pas abouti. Selon les responsables de la gestion des autoroutes et les syndicats, le taux de grévistes varierait entre 60 et 90%. Certains postes néanmoins sont ouverts, mais cette action pourrait s'étendre demain à d'autres tronçons d'autoroute. En tout cas, voilà une économie assez sérieuse que vous pourrez réaliser pendant les 2 prochains jours et en souhaitant, exceptionnellement, je m'empresse de le dire, que ce conflit s'attarde quelque peu, à condition bien sûr de ne léser personne et de ne pas faire que nous ne fassions pas plus tard, bien sûr, également, les frais de l'opération. Aux États-Unis, en Californie, les Américains se trouvent en plus grave encore devant la situation que nous avons connue, nous, en juillet et en août dernier, avec les incendies de forêt sur la Côte d'Azur et en Corse. En tout cas, ces feux qui ravagent la Californie et les environs de Los Angeles durent depuis plus d'une semaine maintenant. Il y a déjà 3 morts et pour l'instant, 160 000 hectares ont déjà été ravagés par les flammes. 50 000 personnes ont dû évacuer leur logement. Les dégâts se chiffrent à plusieurs millions de dollars. Les flammes avancent sur un front de 50 km de long et 15 km de profondeur malgré les 30 000 pompiers qui luttent contre l'incendie. Une vingtaine d'entre eux ont été gravement brûlés et 500 autres ont reçu des soins pour des troubles causés par la fumée. Les flammes ont détruit tous les poteaux téléphoniques, rendant impossible les appels au secours dans les régions isolées. Le feu progresse vers la frontière mexicaine, attisé par le vent qui souffle à 120 km/h. Les 20 foyers ont tous débuté dans le sens du vent, ce qui laisse penser aux enquêteurs qu'ils sont d'origine criminelle. Plusieurs suspects ont été arrêtés. En tout cas, ce problème des incendies de forêt préoccupe dans le monde entier tous les services compétents. Mais, une nouvelle fois, l'expérience prouve qu'aux États-Unis, comme en France d'ailleurs, il reste beaucoup à faire dans ce domaine. En France, en tout cas, on vient de mettre au point, au laboratoire du feu, 2 produits nouveaux. L'un pour combattre les incendies d'immeubles, d'entrepôts ou de cales de navires, et l'autre qui est en expérimentation pour combattre les incendies de forêt précisément. Alors, Michel Polaco s'est rendu au laboratoire du feu pour suivre ces expériences.
Le feu, plusieurs milliards de dégâts par an en France, 300 morts. Aux USA, 12 000 victimes par an, un Américain sur 300 sait qu'il mourra brûlé. Et pourtant, jusqu'à ces dernières années, on luttait contre les incendies les plus importants, les plus compliqués dans notre civilisation industrielle, avec des moyens toujours précaires. Maintenant seulement, la science semble s'y intéresser. Ici, à Champs-sur-Marne, le laboratoire du feu. Des techniciens étudient les moyens de les éteindre, de la technique la plus simple jusqu'à la chimie la plus poussée. Les pétroles, les plastiques en combustion, produits modernes de la civilisation, ne s'éteignent pas à l'eau. Ces techniciens ont mis au point tout d'abord, et c'est révolutionnaire dans l'histoire des incendies, une mousse facile à produire en combinant un produit chimique à de l'eau au travers d'un gros ventilateur. 1 litre de produit, quelques litres d'eau fournissent 200 mètres cubes de mousse ayant le même effet sur le feu que 1000 litres d'eau. Moins les inconvénients, elle ne détruit pas, ne mouille presque pas. En 30 secondes, l'appareil ici utilisé a éteint un feu d'essence de 100 mètres carrés de surface. Le feu est éteint, il ne reviendra pas. Dans quel genre de cas est-elle vraiment utilisable? Dans tous les locaux. Et par conséquent, par local, j'entends également des caves, des cales de navires, et toutes sortes des entrepôts, toute partie, tout local véritablement, sein de mur, par conséquent, où la mousse peut s'accumuler, alors qu'évidemment, si on la fait absolument, si on la produit sur un feu dans un terrain plat, elle va s'étaler énormément et on risque de ne pas avoir la hauteur suffisante pour éteindre. Dans le cas d'un appartement, il peut y avoir des objets de valeur que cette mousse, par conséquent, n'abîmera pas. La seule difficulté, c'est évidemment de l'y produire. Vous avez vu que l'appareil est tout de même un petit peu trop important pour être à la disposition d'un usager. Donc il faudrait que les pompiers arrivent avec cet appareil-là, ce qui est fort possible. Mais alors, c'est la question de faire monter la mousse. Par conséquent, il faut une manche assez longue pour pouvoir l'y transporter. Ce n'est pas impossible, mais il faut reconnaître qu'actuellement, ça n'est pas encore en usage. Facile à détruire, elle est au point. Concurrentielle par ses caractéristiques, elle équipe déjà plusieurs casernes de pompiers à Paris et en France. 1970, 50 000 hectares de forêt ont déjà brûlé, ayant des conséquences catastrophiques. Dans ce domaine aussi, les recherches deviennent concluantes. Plusieurs produits sont en expérimentation, l'un d'entre eux est presque au point. Le laboratoire du feu, ici, l'a testé pour nous. C'est ce qu'on appelle un retardant. L'usage du retardant a pour objet essentiel d'apporter à la végétation telle qu'elle se trouve une humidité qui reste sur cette végétation pendant un temps suffisant pour que lorsque le feu arrive à la hauteur de la végétation traitée, il ne se propage pas. À gauche, le bois non traité brûle. À droite, il résiste au feu. Il a suffi de pulvériser de l'eau et du produit. L'eau ici remplit mieux son rôle. Les techniciens du feu sont sur le bon chemin. Alors, il faut que l'on se mette bien dans l'idée qu'à partir du moment où des produits retardants de qualité seront utilisés, par exemple, par des avions, Canadair ou Catalina, il ne faudra pas s'étonner de voir ces avions déposer leurs produits, non pas sur le foyer même, à l'endroit où le feu se développe, mais sous le vent de l'endroit où est le feu, c'est-à-dire dans la région qui, logiquement, doit être atteinte dans un temps assez bref par l'incendie. Il n'y a maintenant plus d'espoir de retrouver vivants les 2 alpinistes français disparus depuis 20 jours dans le massif de l'Eiger. L'un de ces alpinistes était un guide renommé, Jean-Marc Bois. Et nous avions fait sa connaissance au cours d'un télémidi il y a quelques mois. Rappelez-vous peut-être, Jean-Marc Bois avait traversé toutes les Alpes à ski, seul, en février dernier. Et à cette époque, Michel Causse l'avait rencontré en cours de route. Nice, Val d'Isère, Chamonix, Zermatt, Bad Gastein, 1500 km en 89 jours, il avait échappé à plusieurs dizaines d'avalanches. Ses parents, ses amis, les guides avaient tremblé pour lui, car une simple fracture et Jean-Marc Bois, privé de tout moyen d'alerte, n'aurait pas eu la moindre chance de survivre. Finalement, le guide avait réussi, s'affirmant comme l'un des meilleurs montagnards de sa génération. Cette fois, avec sa cliente, une Toulousaine de 24 ans, il a disparu à l'Eiger. Comme les 2 alpinistes sont partis de Saint-Gervais le 8 septembre, au bout de 22 jours, on ne se fait plus aucune illusion.
Ils ont sans doute été victimes d'une chute de pierre dans cette montagne de sinistre réputation. On entend souvent dire qu'en moyenne, un alpiniste sur 2 s'y tue. Les recherches durent depuis 5 jours. Actuellement, encore 10 alpinistes français, dont 5 guides de la région de Chamonix, fouillent l'Eiger, sans autre espoir que de ramener les corps aux familles. Comme quoi même des professionnels, et ils sont nombreux, sont eux aussi victimes d'accidents de montagne, une raison supplémentaire pour être prudent la saison prochaine. Sport maintenant, Patrick Chapuis, je crois qu'il s'est passé des incidents assez navrants à Marseille. Le public s'est montré assez chauvin, et ça au cours de ce match que posait précisément Marseille et une équipe tchécoslovaque. Oui, l'ambiance était assez surchauffée hier soir pour ce match opposant l'Olympique de Marseille à l'équipe tchèque de Trnava. Battu 2-0 à l'aller, les Marseillais menaient sur ce même score de 2-0 à la fin du temps réglementaire. Il fallut donc recourir au tir des pénaltys. Un reportage de Jean-Claude Jouan à Marseille. À refaire pour les 2 équipes. On eut alors recours aux prolongations et là, aucune des 2 équipes ne parvint à marquer et selon la nouvelle réglementation, il fallut procéder au tirage de 5 pénaltys. Magnusson inscrivait le premier but, Cunha pour le Spartak égalisait, Kula pour Marseille trompait Guéric, Dobias, le spécialiste, redonnait l'égalisation à ses couleurs. Le tournant du match se situa lorsque Skoblar, trop nerveux, mettait le ballon au-dessus de la transversale. Ruzecki marquait pour Travna, Novi voyait son tir arrêté par Géric, Escal à son tour arrêtait le shoot de Fandel. Odoul marquait et égalisait à 3 partout, c'est Kabat qui assurait la qualification de son équipe. L'Olympique de Marseille était éliminé après avoir obtenu l'égalisation. C'est alors que des incidents éclataient au moment où les joueurs tchécoslovaques regagnaient les vestiaires. Bombardés par des projectiles les plus divers, ils effectuaient un repli vers le centre du terrain et ils allaient assister impuissants et quelque peu anxieux à l'affrontement entre le service d'ordre et certains excités pour qui la défaite de leur équipe n'était qu'un vague prétexte pour laisser libre cours à un défoulement qui eut vite fait de faire dégénérer un pugilat en véritable bataille rangée. Des blessés de part et d'autre, les grilles de protection abattues. Quel triste spectacle que celui auquel il nous a été donné d'assister hier soir. Donc Marseille éliminé dans une atmosphère d'émeute. Beaucoup plus calmement, heureusement, mais toujours en Coupe des villes européennes, Sedan a été éliminé par Cologne. Et en définitive, dans toutes ces coupes internationales de football, le seul club français qui souhaite s'assurer d'une qualification facile, c'est ce soir l'équipe de Nantes qui retrouve l'équipe norvégienne de Strømgodset qu'elle a déjà battue 5-0 à l'aller. En Coupe d'Europe des clubs, Saint-Étienne jouera ce soir un match qui est peut-être un match sans espoir, puisque Saint-Étienne a été battu par Cagliari par 3-0 au match aller. Mais c'est un match que Saint-Étienne va essayer de réussir, car Saint-Étienne a besoin quand même de se réhabiliter. Nous avons filmé l'équipe de Cagliari à l'entraînement en Sardaigne. Vous allez voir surtout maintenant Riva qui est la vedette de l'équipe. À l'aller, il a marqué 2 des 3 buts contre Saint-Étienne. C'est la nuque la plus chère du football italien. La préparation des joueurs est dirigée par Monio Scopigno, un entraîneur un peu sentencieux, mais très efficace, que nos confrères italiens ont surnommé le philosophe. Il possède des arguments convaincants, puisque 1 million de lire, soit 8 000 francs de chez nous, ont été promis aux joueurs en cas de qualification. Cette équipe de Sardaigne a remporté le championnat italien l'an dernier. C'est la première fois que le titre revenait à un club situé au sud de Florence. Il faut dire que cette équipe de Cagliari a été construite de toutes pièces, et sans un seul joueur sarde, par un homme d'affaires du pays qui s'appelle Andrea Carica. Les Stéphanois ont bien du mal à marquer ce soir, car Albertosi, le gardien que vous voyez ici, au cours de la saison dernière, en 30 matchs, n'a laissé passer que 11 buts. 11 buts dans sa cage, contre 42 dans le but des adversaires. Et sur ces 42 buts marqués, 21 furent l'œuvre de Gigi Riva. Gigi Riva, qui ce soir encore sera le plus dangereux pour Saint-Étienne, Saint-Étienne, dont les joueurs savent qu'il leur sera pratiquement impossible d'opérer le même redressement que l'an dernier face au Bayern de Munich. En tout cas, nous pourrons suivre ce soir les meilleurs moments de ce match en différé à partir de 22h30 sur la première chaîne. Un commentaire de Michel Drucker. Voilà, je termine. Eh bien, merci Patrick Chapuis. En Allemagne, à Francfort, vient de se terminer la foire du livre. Cette manifestation, qui a son équivalent, si vous voulez, en France, à Nice, permet à quelques 3000 éditeurs d'échanger, d'acheter ou de vendre leur production de l'année. Il y a eu plus de 120 000 visiteurs à la foire de Francfort et Jean-Pierre Elkabbach dresse maintenant pour nous le bilan de cette foire de Francfort. Les plus grands éditeurs allemands et étrangers
et les auteurs les plus connus de ce pays ont choisi pour se réunir la ville où Goethe naquit il y a 221 ans. Quelques chiffres donnent une idée de l'ampleur de cette foire. 69 pays participent pour présenter 213 000 ouvrages différents, comptant 70 000 nouveaux titres, grâce à 3 400 exposants, dont 2 500 étrangers, 20 fois plus qu'en 1950. C'est une énorme machine, des kilomètres de hall en béton reliés par un petit train pour les visiteurs, une ville entière où on parle, mange, écrit, vend et achète, où on provoque, conteste et réforme. Des écrivains et des critiques groupés en producteurs de littérature viennent de faire adopter une charte démocratique de la foire. Ils organisent chaque jour des débats sur le rôle et l'avenir de l'écrivain dans la société moderne, ses rapports avec le consommateur, c'est-à-dire le lecteur, qui est ici en Allemagne une espèce en pleine croissance. Francfort, c'est chaque année un carrefour unique d'idées et d'échanges qui attire les Européens et impressionne les Français, en tout cas l'écrivain Robert Sabatier. Vous êtes là en tant qu'auteur? Non, je suis là plutôt en tant que directeur littéraire des éditions Albin Michel. Heureusement, parce qu'en tant qu'auteur, je me sentirais un peu écrasé par cette masse de livres et je me dirais ça devient, je sais pas, ça devient une vanité d'écrire alors qu'il y en a déjà tellement. Et ça, c'est l'aspect un peu effrayant. Moi, je conseille toujours aux auteurs, je leur dis ne venez pas à la foire de Francfort, vous n'aurez plus envie d'écrire. Allez à la foire de Nice, parce que la foire de Nice est beaucoup plus humanisée, beaucoup plus, enfin, les contacts. Ici, c'est le business, quoi. C'est les affaires. C'est les affaires, les grosses affaires. Et alors, qu'est-ce qui marche bien? Je sais pas, pour nous, ce qui marche le plus, c'est pas tellement le roman, ce sont les documents, les choses contemporaines, ce sont les livres d'art, les beaux livres, les très beaux livres, alors. Dans d'autres domaines qui ne sont pas les miens, eh bien, il est certain qu'on est un petit peu surpris par l'abondance, surtout chez les Allemands, des stands avec des posters, le porno, enfin, mais alors le porno qui va jusqu'au scatologique, alors ça on en voit énormément. Je ne sais pas quel en est l'avenir. Ça intéresse les Français? Les Français s'y intéressent, je crois, avec une certaine timidité. Enfin, ils sont un peu dépassés. Ils se disent non, c'est pas possible, on arrive à un stade, on peut pas aller plus loin. Les Français sont un peu effrayés, mais c'est pas possible. Regardez, c'est très très mauvais goût finalement. Oh, absolument. Ah, c'est pas possible, c'est sérieux. Ah, je m'attendais pas à voir ça à la foire. Tout à fait inouï. Et puis en couleur en plus. Là, ils sont dégueulasses, mais alors dégueulasses ces mecs-là. Bien voilà, c'était un reportage de Jean-Pierre Elkabbach et Jacques Delarue. Eh bien après cette bourse des livres en quelque sorte, maintenant nous retrouvons notre chronique boursière traditionnelle à la Bourse de Paris et nous appelons Gérard Vidalange. Bien, la vitrine de la Bourse des valeurs n'est moins aguichante que les images que nous venons de voir. Le marché en effet est encore peu animé, c'est un marché sans flamme, sans beaucoup de conviction. Voyons tout de suite les cours de l'or, car il y a eu une petite tension, mais bien légère. En effet, le lingot est passé de 6 445 à 6 450, tandis que le Napoléon a valu 57 francs 60 contre 57 francs 40. La rente Pinet, qui est indexée sur le Napoléon, également a légèrement monté. Hier, le cours était de 162 francs 40. Eh bien, on a ouvert à 163 francs. Et le second cours inscrit a été de 162 francs 70, donc la tension reste tout à fait modérée. Bien sûr, on a reparlé des assouplissements en ce qui concerne le crédit à la consommation et surtout le crédit automobile. Les constructeurs se plaignent quelque peu parce qu'ils avaient souhaité que le versement comptant soit ramené de 50% à 30%. En fait, le versement comptant est fixé à 40%, ce qui est tout de même un avantage très sensible, et il semble que cela doive produire un coup de fouet pour les ventes d'automobiles sur le marché intérieur. En effet, il y a eu une baisse des immatriculations depuis le début de l'année. Cette baisse est de l'ordre de 12%. Heureusement, elle a été compensée par un développement des exportations. Nos grandes marques françaises ont considérablement accru leurs ventes à l'étranger, puisque le taux d'augmentation des ventes à l'étranger est de 35% depuis le début de l'année. En ce qui concerne la rentabilité des constructeurs, je crois qu'il faut faire une mention tout à fait spéciale pour Peugeot, car en effet, la rentabilité de Peugeot maintenant se compare
avec la rentabilité des grands constructeurs américains. On peut dire que les marges bénéficiaires de Peugeot maintenant rejoignent les marges de la General Motors et de Ford. Du reste, Peugeot, pour développer ses investissements, va émettre prochainement des obligations convertibles. Ces obligations auront un taux d'intérêt de 6% et elles seront émises au pair au prix de 275 francs. Ce seront des obligations convertibles en actions, c'est-à-dire qui pourront être échangées contre des actions à partir de janvier prochain à raison d'une action nouvelle pour une obligation. En ce qui concerne Michelin, vous voyez que le titre s'est bien adressé aujourd'hui, 1274. Ceci est particulièrement réconfortant, car vous le savez, récemment, Michelin a demandé au marché financier 400 millions, 40 milliards d'anciens francs, qui ont été souscrits du reste en une semaine, ce qui montre tout de même l'empressement du public à souscrire à des augmentations de capital émanant de sociétés de première qualité. En ce qui concerne Michelin, on parle beaucoup d'un accord avec Goodyear pour la construction en commun d'une usine de caoutchouc synthétique, mais il s'agit de rumeurs. En ce qui concerne la Redoute à Roubaix, du côté des grands magasins, vous le savez, c'est la reprise du travail. Les salariés ont obtenu une augmentation de salaire et surtout la garantie d'un salaire minimum de 800 francs par mois. En revanche, les syndicats n'ont pas obtenu le paiement des jours de grève. Une société rapporte au comptant rapporte un peu plus de 10,50%. Je crois que cela mérite d'être signalé. Ce n'est pas la seule, mais il s'agit de la société Ducatel, financière Ducatel, ex-Capag Holding. En effet, aujourd'hui, la société va mettre en paiement un coupon de 6 francs, auquel s'ajoute un avoir fiscal de 3 francs. Eh bien, au cours actuel, voici un titre qui rapporte plus de 10%. Je crois que cet exemple devait être donné. Vous voyez qu'ici, les pétroles d'Aquitaine ont monté. Et il y a eu également quelques valeurs qui se sont distinguées, comme la financière de l'Union européenne. Je vous ai dit hier que la société annonçait une action gratuite pour une ancienne. Le CIC également a été recherché. Voici le cours du CIC. La société va distribuer une action gratuite pour 5. Et ces actions nouvelles auront droit aux dividendes de l'exercice en cours. Donc tout montre bien que la société probablement maintiendra son dividende sur un capital augmenté de 20%. Enfin, du côté des étrangères, les américaines sont un peu mieux. Vous voyez qu'ITT a gagné 6 francs, tandis que Siemens gagne 1,50 franc aujourd'hui et la Banque ottomane se réveille à 342 francs 50. C'était la Bourse de Paris. À vous les studios. Eh bien, merci Gérard Vidalange. C'est ainsi que se termine cette édition de Télémidi. Merci de nous avoir écoutés et bonne journée à tous.